Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour dans un nouvel épisode de Podcast.com. Aujourd'hui, un épisode assez spécial. On m'accompagne deux enseignants. Donc, Sefiras, bonjour. Bonjour. Serida, sabah al-khair. Sabah al-khair. Donc, nous allons aborder ensemble un sujet assez intéressant, le métier de l'enseignant. Alors, je vais commencer par Sefiras, qui est avant tout un ami, un collègue et parmi les plus anciens enseignants d'Université Tunis. En quoi consiste le métier d'enseignant, selon vous? Alors, premièrement, je te remercie pour l'invitation. Ça fait un plaisir. Alors, l'enseignant, on va dire, c'est le fait de transmettre le savoir. Il faudra premièrement l'acquérir, puis savoir trouver le moyen pour que l'étudiant ait cette volonté de l'acquérir et de l'utiliser par la suite dans sa vie professionnelle. Très bien. Serida, jeune recrue, marhaba bik, nouvellement avec nous à l'équipe Subpashka. Je voudrais avoir ton ressenti comme jeune enseignant. Pour toi, l'enseignant, qu'est-ce qu'il doit faire? Je pense, pour rajouter quelques éléments sur ce que Sefiras avait dit, c'est que moi, personnellement, dans mes cours, dans les premières séances, donc je dis à mes étudiants que je n'aime pas cette posture où je me mets dans une posture autoritaire où ils se croient que moi, j'ai la parole et eux, non. Donc, l'une des premiers éléments que je leur demande, c'est que la science que j'essaie de leur fournir, c'est une science qui doit être remise en question. Donc, j'essaie de les encourager grandement sur le fait de ne pas adopter ou accepter une idée que je dis, à part si cette idée réussit à surmonter l'ensemble des arguments que eux, ils essaient de la mettre face à ces arguments dans leur tête. Donc, c'est une interaction et l'enseignant ne doit pas être un monologue. C'est Sefiras? Exactement. Ça doit être un dialogue. Alors, étant moi-même enseignante, j'estime que, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, chaque module a un enseignement particulier. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des matières qui se prêtent à l'interaction, d'autres qui se prêtent moins à l'interaction. Ouais. Donc, comment trouver l'équilibre, le juste équilibre entre être un enseignant, c'est-à-dire garder quand même une certaine autorité, mais un certain respect, tout en étant tout proche des étudiants. Comment trouver l'équilibre? Ne pas paraître autoritaire, mais être ferme, comme on dit, une main de fer dans un gant de velours. كيفاش نلقاو هذا le juste équilibre? بالنسبة لك Sefiras, tu exerces le métier depuis très longtemps. Comment tu arrives à trouver cet équilibre? Oui, alors dès la première séance, si c'est un nouvelle section, bien nouveau groupe, alors il faudra c'est-à-dire tester en fait. C'est-à-dire on teste. On ne peut pas savoir que la réaction ou bien la réactivité du groupe qui est devant nous. Que aussi d'ailleurs, je pense qu'ils testent, les studios, si vous m'écoutez. On sait très bien que vous testez aussi le prof dès la première semaine de la séance. Et puis, ça dépend. Alors, on préfère toujours être dans on va dire, bon enfant, mais dans une atmosphère cordiale. C'est-à-dire que c'est sûr que l'étudiant, bien le groupe, s'il est motivé, il va... c'est-à-dire c'est plus un challenge pour l'enseignant, puisque il doit donner plus que si le groupe, au contraire, il est un peu froid. Il n'interagit pas. Il attend de vous que vous présentiez le cours en entier pendant les 2 heures ou 3 heures. Et par contre, si le groupe il est interactif, il veut aussi dialoguer, il veut ajouter sa pierre à l'édifice, c'est beaucoup plus intéressant. Plus facile, exactement. Là-bas. Ouais. Alors, par rapport à ça, je pense que nous, comme étant des enseignants, on a un grand influence sur les étudiants. Et la question du respect, je pense qu'elle commence par le style vestimentaire que ils portent. Exactement, oui. Et une des choses que j'ai constatées, mes étudiants de la 2e année, ici à Subpashcom, ma première séance, je suis venu vêtu en cravate. J'ai fait ça pour donner une bonne impression et j'ai constaté que
ce samedi-là, pendant la deuxième séance, un des étudiants, il est venu aussi en cravate. Voilà, exactement, parce Pour qu'on montrer respect. on est un modèle. Et justement, je vois que nos étudiants nous prennent des fois pour des modèles. Et donc, on essaie de dégager une certaine assurance. D'abord, les profils des étudiants, toi, tu en as vu à Fera, ça change. Oui, c'est sûr. D'année en année, pour ne pas dire de génération en génération, oui, d'année en année. On remarque, je pense à Reda aussi, que les profils des étudiants changent. La personnalité des étudiants change. On trouve des étudiants beaucoup plus rebelles, beaucoup plus... ils sont pas très attentionnés. Ils cherchent à nous tester, à voir nos limites. Ou là, des fois, ils nous posent quand ils voient qu'un prof ne connaît pas la matière, ils essaient de nous faire de nous poser des questions pièges, entre guillemets. Comment, Sifaras, tu vois la chose? Comment on peut évoluer avec les étudiants et les suivre? Oui, on va dire que ça, c'est aussi un deuxième challenge que tu viens de citer. C'est que, c'est sûr, les générations, bon, je pense, toutes les générations, on dit la même chose par rapport aux générations qui viennent après. C'est que c'est pas la même chose, c'est normal. Alors, si je compare peut-être moi quand j'étais étudiant avec mes premières années d'enseignement avec les années actuelles, c'est sûr qu'il y a beaucoup de changements. Et c'est ça le challenge, c'est qu'il faut aussi s'adapter. Un enseignant doit être flexible et s'adapter. La technologie aussi a changé beaucoup de choses. Forcément, on va parler d'intelligence artificielle. Alors ça aussi, c'est un challenge puisque avant, quand on était à l'école carrément, on voulait faire un exposé ou une recherche. Alors, si on n'avait pas les bons livres chez soi ou les encyclopédies ou bien demander, alors, parfois, je me rappelle très bien d'un ami, il avait une encyclopédie que je n'avais pas et j'allais lui solliciter. Est-ce que c'est possible de l'emprunter pendant une journée pour faire ma recherche? Alors, maintenant, on a commencé avec Google, puis avec Wikipédia, puis maintenant avec ChatGPT et consorts. C'est sûr que ce soit l'évaluation ou bien la transmission de connaissances en général, c'est sûr que tout va être c'est chamboulé. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Rida? Oui, alors par rapport à l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle connaît un peu de résistance. Néanmoins, on peut dire la même chose pour la calculatrice. Lorsqu'elle a été introduite à l'école, elle a aussi connu la même résistance. L'usage de Google aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a des enseignants qui ne veulent pas que leurs étudiants, évidemment, utilisent l'intelligence artificielle parce qu'ils veulent que leurs étudiants comptent sur leurs compétences et développent leurs compétences. C'est une chose que j'approuve moi aussi. Néanmoins, je pense qu'on devrait penser à une manière où on peut montrer l'exemple aux étudiants que peut utiliser l'intelligence artificielle, mais avoir une certaine intégrité dans l'usage de l'intelligence artificielle. Donc, si j'ai utilisé l'intelligence artificielle, je dois le mentionner dans ma méthodologie. Et puis surtout, ne pas copier-coller pour éviter le plagiat. L'intelligence artificielle, comme Google, comme n'importe quel site ou quel moteur de recherche, n'est pas mauvais en soi. Ce qui est mauvais, c'est la posture que prennent nos étudiants quand ils apprennent, ils deviennent un peu feignants. Donc, nous, en tant qu'enseignants, notre travail, c'est justement éviter que ces étudiants deviennent feignants, ne cherchent pas à faire juste du copier-coller, évitent le plagiat, etc. Et moi, dans le cadre de mes modules de droit, justement, je leur je les sensibilise à la notion de plagiat. Parce que dans la tête des étudiants, le plagiat, c'est lorsque vous citez un enseignant, une citation d'un écrivain ou d'un auteur, sans mentionner l'auteur. Non, là, le plagiat, c'est le fait de copier-coller intégralement quelque chose. D'abord, l'information, elle est partout. Alors, moi, j'ai l'impression que le métier de l'enseignant, il a évolué. L'information, elle est là. C'est-à-dire que on peut n'importe quel module, on va cliquer, comme vous avez dit, sur le téléphone ou la smartphone, tablette, ordinateur. On va trouver de l'information. Mais qu'est-ce qui différencie un moteur de recherche ou la ChatGPT ou n'importe quelle intelligence artificielle de l'humain, de l'enseignant? Qu'est-ce qu'on leur apprend concrètement? Qu'est-ce qui nous différencie, selon vous, de ces IA et de ces moteurs de recherche?
Excellente question qui demande peut-être beaucoup de réflexion, mais je vais essayer de donner mon avis en tout cas. Alors, c'est premièrement donner un cadre. Alors, un cadre, c'est-à-dire le fait de premièrement proposer un plan qui va servir par la suite, puisque on est pour l'instant, en tout cas, on est plus connecté au marché. On sait le marché actuel en Maroc, qu'est-ce qu'il demande. Par contre, c'est sûr que ChatGPT pourra aussi me proposer un plan, mais qui ne sera pas forcément en adéquation avec les demandes du marché actuel. Très bien. Alors là, c'est le premier point. Par la suite, bon, c'est le côté évaluation, puisque l'évaluation, il y aura une partie écrite, il y aura aussi une partie présentation, argumentation, etc. Là aussi, je dis pour l'instant, parce qu'on ne peut pas prévoir le futur, mais pour l'instant, alors quand on demande de faire des présentations, quand on demande d'argumenter, de travailler sur une étude de cas, et surtout le côté présentation reste pour l'instant un élément important, c'est-à-dire le prof pourra en juger. Mais le fait c'est-à-dire juste de faire du copier-coller sans comprendre, là on le voit très bien. Oui. Par contre, peut-être l'intelligence artificielle ne pourra pas, pour l'instant, le détecter. Remplacer l'enseignant. بالنسبة لك رضا est-ce que l'intelligence artificielle pourra prendre la place de l'enseignant? C'est ça la question, le débat. Parce qu'il y a des métiers qui vont disparaître, c'est tout à fait normal. بالنسبة لك, le métier d'enseignant pourra être remplacé par un robot, là, par une intelligence artificielle. J'ai du mal à y croire, tout simplement parce que déjà, le fait de faire des études universitaires, c'est pas quelque chose qui est primordial, ou c'est quelque chose qu'on peut même voir dans les États-Unis. Il y a des personnes qui choisissent de faire des études universitaires, il y a d'autres qui choisissent de faire des carrières dans lesquelles ils n'ont pas vraiment besoin de faire des études universitaires. Néanmoins, la position du professeur vis-à-vis de l'intelligence artificielle, enfin les étudiants choisir soit de faire des études devant un professeur ou bien faire ses études soi-même. C'est ça vraiment la question. Donc, je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on peut comparer ou bien substituer. C'est pas vraiment la même chose. Parce que en faisant des études à l'université, on est face à un autre type d'apprentissage où on est mené à faire des travaux en groupe. Voilà. On est face à un professeur qui va sûrement nous donner plus de détails par rapport à son expérience, par exemple. Oui. Et puis voilà, si on compte seulement sur l'intelligence artificielle ou bien sûr sur Google, mais déjà il faut développer une compétence sur comment faire de la recherche Google. Au moins en ce moment même, je pense qu'il y a beaucoup de formations sur comment utiliser l'intelligence artificielle, surtout sur le fait que comment on appelle ça en anglais, how to write queries. Prompt engineering. Les prompts, ouais, voilà. Oui, prompt engineering. C'est-à-dire même utiliser l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui doit être Bien sûr. Ouais. Exactement, parce que pour faire une recherche sur l'intelligence artificielle, il faut bien choisir les prompts, il faut bien cibler pour que la recherche soit pertinente. On a parlé moi je parle souvent des soft skills, comme la prise de parole en public, comme le fait que nos étudiants vont faire des exposés, seront amenés à faire une analyse critique. Ça, je pense qu'on ne pourra pas substituer ça à travers l'intelligence artificielle. Il y a aussi le côté humain, parce qu'on voit l'étudiant soit évoluer quand il a un souci, on sent quand il y a un étudiant qui régresse ou là qui progresse. Est-ce que est-ce que vous avez déjà une anecdote? Moi, j'aimerais bien savoir sur votre premier cours à l'université ou là, votre première expérience pour l'enseignement. Ça fait un peu longtemps, c'est vrai. une anecdote اللي وقعت لك اللي زعما تتوقعت عندك وقعت لك فاش كنتي كتقري première expérience ديالك ولا ماشي زريضه.
commence par les dents. Rien ne me vient pour l'instant. وهي اول حاجه وقعت لك اون انيكدوت اللي باقا مفكرها. Pour lui, c'est plus proche. Hein. Alors, je pense que ça m'est arrivé que les étudiants ne pensent pas que je suis un enseignant. Oui, parce que tu es jeune, c'est vrai. Surtout il a quelqu'un de ma scène. Quoi d'autre? Par exemple, nous qui connaissons des étudiants qui ont le double de mon âge, Oui. ça leur fait plaisir. Ou surtout nous qui connaissons des personnes qui ont le double de mon âge ou qui من l'entourage ديالي. Ça fait vraiment plaisir. Donc ديك la personne وقتاني. Donc les anecdotes on les fait de sens. Donc c'est quelque chose qu'on Les étudiants ne comprennent pas. Et puis c'est rigolo par la suite. Oui, je pense que c'est la même chose, exactement. C'est-à-dire au début, on paraît très jeune et tout. Bon, on était très jeunes d'ailleurs. Et On l'est toujours. oui, on est toujours. C'est pas Il n'y a pas d'âge. c'est juste un chiffre, comment dire. Bien sûr, exactement. Après, oui, c'est ça. C'est que il faut, c'est-à-dire c'est une question de peut-être savoir s'imposer. Voilà. C'est-à-dire avoir une autorité, mais en même temps ne pas être agressif ni rester dans la bienveillance, mais savoir aussi s'imposer, puisque les étudiants, quand ils voient que vous êtes un peu jeune, la même génération et tout, ils croient que vous êtes leur ami. Oui, Et voilà, ils peuvent se permettre des choses que normalement ne font pas. Donc c'est savoir faire poser des limites. Des limites, exact. Tu arrives à cet état où tu es plutôt parce qu'il y a deux écoles qui s'affrontent. L'enseignement, il y a l'école classique qui dit que l'enseignant doit adopter une posture assez dégagée, assez ferme et assez neutre et objective, c'est-à-dire traiter l'étudiant comme l'étudiant, l'apprenant, il est là et nous on est là. Qui est l'autre école beaucoup plus moderne, qui est non, on peut créer, tisser des liens, bien sûr, on reste toujours dans ce qui est réglementaire et tout ce qui est légal, mais on peut éventuellement tisser des liens, être là, écouter, avoir des étudiants qui nous parlent de leur vie personnelle, être à l'écoute. C'est une école. Alors déjà, par rapport à ça, je pense que la forme de la classe a aussi un effet. C'est que je préfère les salles où on a une forme ovale. Oui. Ou Avec le U. Avec le U, oui. Ça me permet d'avoir cette posture où moi, je viens avec un sujet et on essaie de discuter ce sujet. Et moi, je fais partie du groupe. Focus group. Donc, j'essaie de mettre un cadre et moi, comme étant un modérateur, on essaie de parler du sujet. Avec bien évidemment un plan. Par contre, si on a un amphi, par exemple, on a moins ce sentiment-là. Donc, c'est moi qui parle à l'ensemble de l'audience et ça donne moins de motivation à l'audience de parler. Voilà. Pour moi, je n'ai pas ce choix-là, malheureusement. La plupart des lieux consomment la voix informatique, des ordinateurs, mais malgré ça, j'essaie. Mais كاين عندك واحد لو يبو تيخرج تيقول لك attention, le prof te surveille. Oui, exactement. J'en ai fait l'expérience pour avoir assisté à un cours de Sefiras. J'ai eu droit à un hibou qui au Kali, le prof te tient, attention à l'œil. Donc, avec le hibou, c'est une manière un peu ludique de dire que tout n'est pas permis parce que c'est pas évident de gérer une classe avec des ordinateurs, Internet. On a toujours cette tentation d'aller. Le hibou, il joue bien le rôle, c'est ludique. Le prof t'a à l'œil. Et il y a l'historique qui est. Bon, ça c'est entre parenthèses, l'historique qui est enregistré, alors il faut faire attention. Donc les étudiants, c'est fait grâce, d'accord, vous êtes prévenus. Si vous me permettez, je ne crois pas que j'ai un souci avec les étudiants, le fait de ou quoi que ce soit. J'ai constaté que lorsqu'on est sérieux, lorsqu'on essaie d'aborder un sujet d'une manière qui est assez sérieuse, et quelqu'un, par exemple, essaie de chuchoter, il y a l'ensemble de la classe qui leur... Exactement, ce qui dérange. Je ressens que l'ensemble des étudiants sont mobilisés avec moi dans le sujet. Puis que nous, des modérateurs.
est-ce que tu encouragerais des enseignants à enseigner des modules qu'ils ne maîtrisent pas ou là se spécialiser? Bon, il n'y a pas mieux que la spécialisation, mais bon, si c'est pas trop loin, on va dire, c'est aussi parmi les challenges et parmi les avantages du métier d'enseignant, puisqu'on est toujours en perpétuel apprentissage. Très bien. C'est-à-dire, on essaie d'apprendre des choses aux étudiants, mais aussi, on doit aussi apprendre soi-même, toujours rester à jour, surtout dans le domaine technologique. Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Non, il faudra être à jour, lire de nouveaux ouvrages, lire des articles, regarder des vidéos. S'auto-former forcément. Alors, si le sujet, eh bien, la spécialité n'est pas très loin de ce qu'on maîtrise déjà, oui, pourquoi pas. C'est bénéfique, c'est-à-dire on reste toujours, notre cerveau toujours est à jour et ça marche très bien normalement. Ça devrait Oui. Ouais. Est-ce que pour toi, sortir de sa zone de confort, est-ce que ça peut être intéressant ou pas pour un enseignant? Alors, je pense que c'est intéressant, mais ou parfois c'est nécessaire. Parfois, on a besoin de vous et on a besoin d'enseigner cette matière-là. Donc, il faut parfois s'adapter. Oui. Par exemple, elle dit, je dois m'adapter Oui. et l'enseigner. Donc, à ce moment-là, je dois apprendre la matière. Fournir un effort. Fournir un grand effort. Et, le point négatif, surtout par rapport à avoir une information up-to-date et actualisée, ça, j'ai constaté son importance lorsque j'ai commencé à enseigner des étudiants en tourisme, puisque moi, je fais des recherches en tourisme. Oui. Ouais, j'ai constaté qu'en quoi c'est vraiment très utile de voir des étudiants qui font des recherches en tourisme. Ah, voilà, des étudiants qui essaient d'étudier le tourisme. Surtout ceux qui travaillent en même temps. Les Oui, étudiants qui exactement, un food store. ça me permet, moi, de partager avec eux mes expériences en termes de recherche, ce que je sais par rapport à mes recherches en tourisme. Et aussi, eux, c'est une source d'information pour moi. Ça me permet d'être... Exactement. Oui, c'est comme si j'étais devant des professionnels et à ce moment-là, je fais des interviews avec eux pour que moi aussi, j'essaie d'apprendre. Voilà. Et donc, il y a de l'interaction. On remarque ça quand on passe de la licence au master. Oui. Qu'elle a une certaine maturité et une certaine... les cours, comme on les aborde en licence, c'est pas la même chose, la même posture, la même maturité que le master. Ouais. Si tu permets, peut-être il faut aussi savoir parfois dire non quand on voit c'est-à-dire on n'a pas vraiment cette motivation, c'est-à-dire on voit qu'on va pas vraiment dommer. C'est normal de dire non, c'est pas ma spécialité. C'est-à-dire je ne vois pas donner ce cours-là. Voilà. C'est tout à fait normal. Au lieu de dire oui, j'accepte, mais je fais du n'importe quoi, c'est-à-dire la qualité ne sera pas à la hauteur et puis Voilà. on se met dans... On décline. Oui, c'est mieux de décliner que d'accepter tout et n'importe quoi et puis... Écoutez, j'étais très ravie de vous recevoir. Masrit Shweiko. Donc, chers étudiants, votre podcast comme cet épisode est terminé. J'espère que vous avez pu un peu comprendre et j'ai pu vous rapprocher du métier de l'enseignement. Est-ce que vous avez une dernière phrase ou un dernier mot de clôture? Pour les étudiants, on peut dire que il faudra... On vous écoute, on est là. Là, pour les étudiants, on va dire que c'est-à-dire la classe n'est pas tout. C'est-à-dire quand on a choisi une spécialité, c'est que on va pas dire qu'on doit la suivre, mais c'est qu'on aime. Hein, il faut aimer ce qu'on a fait, ce qu'on a choisi comme spécialité. Et pour ça, il faut s'engager. Et le cours, c'est juste une partie. Le reste doit se faire à la maison plutôt. Ouais, bien sûr. Pour toi, Reda, s'il y avait une phrase de clôture? Alors, j'essaie grandement d'encourager mes étudiants de faire des études doctorales parce que personnellement, j'ai grandement aimé. Ou ce que j'essaie de faire même avec mes étudiants en deuxième année, puisqu'ils ont un module lié à survey méthodologie, à la recherche empirique. Oui. Donc, j'essaie de les mettre dans une position où ils peuvent avoir des postures de chercheurs. Comme ça, ils peuvent avoir une idée que peut être un travail d'un chercheur. À ce moment-là, ils aiment
ce travail-là. Et puis, depuis leur deuxième année, ils commencent à faire la recherche. Et puis, je sais pas, peut-être qu'ils vont rester des chercheurs tout au long de leur vie. Donc, notre métier n'est pas prêt de disparaître parce qu'un enseignant, c'est d'abord une personne avec des émotions qui est là pour encadrer, soutenir, enseigner, mais surtout apprendre à comprendre l'autre. Donc, on est dans une interaction continue. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Quant à moi, je vous retrouverai pour un autre épisode. Merci beaucoup.